Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Bienvenue à la Nuit des idées en Grèce. Nous sommes très heureux d'avoir parmi nous ce soir le président du directoire d'Arte France, le directeur de l'école de journalisme de Sciences Po Paris et l'auteur du livre « La civilisation du poisson rouge ». C'est ce livre-là. Bruno Patino. Bruno Patino, bonsoir. Bonsoir. Avant de commencer notre discussion qui va porter sur le monde numérique et l'impact qu'il a sur la relation avec nous-mêmes et avec notre environnement, de dire à notre public que vous pouvez, chers amis, envoyer vos commentaires et vos questions sur la page Facebook de l'Institut français de Grèce et sur Twitter avec le hashtag IFGDirect en anglais ou IFG Direct en français. Bruno Patino, donc, bonsoir, bienvenue à Athènes. C'est la première fois, je crois, que vous venez à Athènes. Exactement, c'est la première fois. Alors, qu'est-ce que ça vous fait comme impression? Eh bien, écoutez, quand on voit l'Acropole pour la première fois, c'est une très très forte émotion. Bruno Patino, on vient de voir l'épisode sorti de boîte de la série 50 nuances de grec, une série diffusée par Arte d'ailleurs, qui présente donc les dieux de l'Olympe, qui découvrent la boîte de Pandore, mais par miracle, c'est une boîte qui leur permet de voir leur série préférée et leur film préféré. Quel est le regard que vous portez sur cet épisode et sur ce que cet épisode raconte sur nous? L'épisode de Jules, de 50 nuances de grec, raconte, je crois, très bien l'ambivalence de notre rapport aux écrans. C'est-à-dire que d'un côté, les écrans sont une fenêtre, et ils peuvent être une fenêtre sur énormément de choses. Alors là, évidemment, ça ressemble très fortement à une plateforme audiovisuelle. Donc, c'est une fenêtre sur de la création, du divertissement ou même des choses, j'allais dire, légèrement divertissantes, enfin, avec légèreté. Mais par ailleurs, c'est une fenêtre qui, de temps en temps, nous enferme, ou en tout cas nous rend immobiles. Et donc là, évidemment, ça ressemble plus à des écrans de télévision, c'est dans cette série-là. Et ce que j'ai essayé de décrire, ou ce sur quoi j'ai essayé d'écrire, c'est justement ce rapport ambivalent qu'on pouvait avoir avec des écrans un peu plus petits, connectés, et qu'on emporte avec nous, donc surtout les téléphones portables. Cette possibilité, donc cette fenêtre dont vous parlez, elle fait partie des avancées que l'on doit au monde numérique. Je voudrais vous poser une double question. Quelle est la place qu'occupe l'univers numérique dans votre vie à vous? Et est-ce que cette place a évolué au fil du temps? Alors c'est une question qui justifie, je pense, ou qui explique le livre que j'ai écrit. C'est pas mon premier livre sur le numérique, ça doit être le 4e ou le 5e. Moi, j'ai découvert le numérique à ses tout débuts, on va dire au tout début où Internet devenait grand public, donc à la fin des années 90. Je me suis occupé du développement du site Internet du Monde à partir de l'an 2000, de 1999, l'an 2000. Et au début, et ça dure encore d'ailleurs, je ne suis pas du tout technophobe. C'est-à-dire, j'ai vu dans cette technologie-là quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'en gros, il m'est arrivé ce qui est arrivé à tout le monde, c'est-à-dire que au début, c'était quelque chose de sympa, et puis on s'est vite rendu compte, ceux qui travaillaient dessus au début des années 2000, que arrivait une invention qui allait marquer très très fortement, non seulement au départ les médias ou le journalisme, mais évidemment la société, et puis maintenant, on le sait, la civilisation en fin de compte. Et donc que ce changement ou que ce marqueur-là prenait une importance considérable. Et là où je me permets de rebondir sur votre question, c'est qu'évidemment, ce changement-là a porté un certain nombre d'utopies et a été porté par un certain nombre de penseurs ou d'acteurs qui voyaient dans ce changement-là quelque chose qui allait modifier notre rapport à nous-mêmes, notre rapport aux uns et aux autres, et même notre rapport au monde. Et je dois vous faire l'aveu, mais je l'écris dans ce livre, que cette
dimension utopique du numérique, on va dire de la fin des années 90, j'y ai absolument cru. C'est-à-dire, et j'y crois encore d'une certaine façon, c'est-à-dire que cette idée que chaque internaute allait avoir finalement le même pouvoir, qu'on allait créer des systèmes horizontaux, et que l'horizontalité de ces systèmes où votre contribution, ma contribution, la contribution de chacun allait avoir le même poids, interagir, allait créer en gros 3 choses. La première, c'était, j'allais dire, cette capacité de créer une agora universelle. C'est-à-dire qu'on allait effectivement tous discuter les uns avec les autres, échanger des arguments les uns avec les autres de façon apaisée, sans enjeu de pouvoir, puisque le pouvoir de l'un serait égal au pouvoir de l'autre. La deuxième chose, c'est que ça allait créer une économie du partage. Vous savez, comme l'Internet en nature portait la gratuité, ou en tout cas, dans sa conception même, tout le monde pouvait avoir accès à cette technologie-là, et bien que finalement, l'économie allait se modifier vers l'économie du partage où chacun allait contribuer. Le logiciel libre est là. Et troisièmement, pour ne pas être trop long, ça allait aussi amener ce qu'on a appelé à un moment donné l'intelligence collective. Alors, il y avait ce fameux exemple où plusieurs internautes essayent de deviner le poids d'une vache sur une photo. Et par les interactions, petit à petit, ils s'approchaient au plus près du poids de cette vache. Eh bien, ces pensées du début du numérique, c'était ça. C'était l'intelligence collective, allait permettre à la vérité de triompher sur les mensonges, aux approximations scientifiques d'être chassées par l'expertise. Enfin bref, on imaginait qu'à un moment ou à un autre, eh bien, le partage, l'expertise et l'agora allaient pouvoir créer une sorte de nouvel ordre numérique. Et moi, j'ai cru à ça. Si vous me demandez très rapidement, est-ce que mon opinion a changé par rapport à ça? Je suis toujours soucieux de promouvoir ces valeurs-là, mais je dois aujourd'hui, et j'ai écrit ce livre pour dire que l'Internet qui s'est créé, ou en tout cas tel qu'il existe aujourd'hui, a été approprié par un très petit nombre d'acteurs, n'est plus du tout horizontal, mais totalement centralisé, n'a pas promu l'agora, mais l'aréna, et l'intelligence collective a cédé la place à la foule et aux effets de foule. On va en reparler tout à l'heure, mais puisque vous parlez d'utopie et de rêve numérique, vous écrivez justement dans votre livre « L'infini nous était promis. Il était entendu que le cyberespace ne connaîtrait de limite que celle du génie humain. Au lieu de quoi, nous sommes devenus des poissons rouges, enfermés dans le bocal de nos écrans, soumis au manège de nos alertes et de nos messages instantanés. » Pourquoi cette métaphore, Bruno Patino? En fait, c'est une métaphore qui traduit quelque chose qui m'est arrivé, mais comme c'est arrivé, non pas à des millions d'autres, mais à des milliards d'autres. Donc, mais si vous voulez, prenons, puisqu'on est dans la nuit des idées, prenons un peu de temps pour laisser la place aux mots. Au début, on parlait de cyberespace, c'est-à-dire toutes les notions d'Internet étaient spatiales. On parlait de transport de données, on parlait et de noms de domaine, on surfait, tous ces mots qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui, mais parce qu'on avait l'impression, si vous voulez, que, en fin de compte, un espace infini s'ouvrait à nous, qu'il n'y aurait jamais de limite, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on est passé de l'espace au temps. C'est-à-dire que, grosso modo, et j'essaie de l'expliquer dans le livre, pour des raisons, et on en parlera sans doute plus tard, de modèle économique, en fait, ce qui s'est passé, c'est pas du tout qu'on nous a permis de conquérir un espace infini, mais que petit à petit, notre temps individuel et collectif a été conquis par les grands acteurs de l'Internet. Et que ce temps a été conquis de façon assez brutale en réalité. Je vais vous parler d'alerte, enfin je parle d'alerte dans le livre, mais donnons une anecdote que je trouve toujours très significative. Vous avez mentionné le fait que je fais maintenant de l'Internet dans les médias depuis plus de 20 ans. Donc ça fait de moi un homme préhistorique en fait par rapport à l'Internet. Et
je me souviens très très bien de la première fois où 2 personnes m'ont présenté la solution technologique pour faire des alertes sur un téléphone portable. On poussait un message. Et c'était une technologie balbutiante à l'époque. Et je me souviens surtout très bien de ce qu'il nous avait dit. Il nous avait dit, attention, essayez de ne pas faire plus d'une alerte par semaine, parce que si vous faites plus d'une alerte par semaine sur un téléphone portable, les gens vont se trouver violentés. Et ils vont trouver que vous êtes vraiment, vous entrez par effraction dans leur vie privée. Aujourd'hui, on reçoit en moyenne 42 alertes par jour. Et pourtant, je continue à y répondre, et c'est comme s'il n'y avait plus de limite. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je prends l'image à un moment donné d'une mine d'extraction, c'est-à-dire petit à petit, les grands acteurs de l'Internet qui ont été créés pour nous faire gagner du temps, et qui n'avaient pas du tout prévu ça. Si vous voulez, Facebook, ça devait nous mettre en relation. YouTube, comme Google, ça devait nous permettre de nous mettre en relation avec beaucoup de contenu, donc de nous faire gagner beaucoup de temps dans la recherche, la socialisation, l'accès au savoir, au divertissement. Se sont rémunérés, entre guillemets, parce qu'ils étaient gratuits, par la publicité ciblée. Et en se rémunérant par la publicité ciblée, ils se sont rémunérés par le temps passé, par le temps que l'on passait sur ces plateformes. Donc au tout début, on disait c'est du service for data, on vous donne un service contre vos données individuelles, mais en réalité, c'est du service for time, c'est-à-dire qu'on vous donne du service contre votre temps d'attention. Et la thèse de ce livre, c'est qu'aujourd'hui, ça nous prend plus de temps que ça nous en fait gagner. Et que chacun d'entre nous sent bien une sorte de fatigue par rapport aux écrans, où on a l'impression qu'aujourd'hui, on y consacre beaucoup plus de temps que l'on souhaiterait y consacrer, en réalité, de façon individuelle. On va revenir à cette idée du temps, mais expliquez-nous la métaphore du poisson rouge, parce que c'est très intéressant. La métaphore du poisson rouge, en fait, c'est une métaphore, je le raconte dans le premier livre, c'est une petite histoire qui montre bien comment il peut y avoir une ambiguïté de réception. C'était dans un des séminaires organisés par YouTube, et vous savez, quand vous travaillez dans les médias, Google organise un nombre de séminaires infinis par an pour montrer ses services, ses solutions, et j'ai le plus grand respect pour l'entreprise Google. C'est une entreprise extraordinairement formidable. Et donc, à un moment donné, arrive un des cadres de Google et projette sur un écran, derrière lui, l'image d'un poisson rouge. Et il dit, alors certains disent que c'est une légende urbaine, d'autres disent que ça n'est pas le cas, que c'est vrai, que c'est éprouvé. Je reçois beaucoup de courriers de spécialistes animaliers qui me disent que ça n'est pas vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Encore une fois, c'est une métaphore. Ça n'a pas une vocation scientifique. Mais dans cette présentation-là, il nous dit, voilà, le temps d'attention du poisson rouge, dont on dit toujours dans les expressions le goldfish, le poisson rouge, qu'il n'a pas de mémoire parce qu'il tourne dans son bocal, cet attention span, comme on dit, il est de 8 secondes. Et j'ai vu que récemment encore, Microsoft a réutilisé d'ailleurs l'image. Et il dit, ben voilà, aujourd'hui, le temps d'attention des jeunes qui sont nés avec un smartphone, il est de 9 secondes. Donc il est presque aussi limité que celui du poisson rouge. Ce qu'il voulait dire par là, c'était que c'était de plus en plus dur d'attirer l'attention des jeunes, des millennials ou même des moins jeunes comme moi, qui ont un téléphone portable, parce que comme ils sont de plus en plus sollicités, leur temps d'attention est de plus en plus faible. Mais là où la métaphore est intéressante, c'est que lui disait, c'est un sacré défi. On doit utiliser des outils de plus en plus puissants pour essayer de capter l'attention de gens qui ont de moins en moins d'attention. Et que moi, dans la salle, je trouvais ça très, très inquiétant de présenter ça comme un défi, parce que moi, je trouvais très, très inquiétant que notre temps d'attention soit de plus en plus limité. Et donc, c'est cette ambiguïté-là, si vous voulez, qui fait le départ du livre. C'est-à-dire qu'évidemment, pour les géants de l'Internet, il s'agit de développer de plus en plus d'outils pour capter l'attention de gens qui ont de moins en moins d'attention à cause justement des écrans numériques qui sont les leurs. Alors que comme individu,
nous-mêmes, et comme société peut-être, on a plutôt envie qu'on nous sollicite de moins en moins pour essayer de récupérer le temps d'attention qu'on avait auparavant. Mais comment expliquez-vous cette attirance, je dirais, magnétique qu'exercent sur nous les écrans, et notamment les écrans du smartphone dont vous parlez? Eh bien, ça a été le but d'écriture de ce livre-là. C'est-à-dire que, en gros, le raisonnement, il est assez simple. Ces grandes sociétés doivent gagner leur vie. Elles ont décidé, et j'explique comment dans le livre, elles ont décidé un jour de gagner leur vie grâce à la publicité ciblée, donc grâce au temps qu'on passe sur nos smartphones. Les smartphones, par rapport à la télévision, parce que la télévision gagne sa vie comme ça quand elle est rémunérée par la publicité. Et ce qu'on appelle, si vous voulez, l'économie de l'attention, c'est un terme qui la première fois a été utilisé par un universitaire américain pour parler de l'économie de la télévision et de la radio financée par la publicité. Mais avec le smartphone, il y a deux grandes différences qui expliquent qu'on est passé, pardonnez-moi, dans une dimension autre de l'économie de l'attention. La première différence, c'est le smartphone, vous l'avez dans votre poche, moi aussi. Il peut être connecté 24 heures sur 24. Il peut physiquement vous suivre partout. Au travail, à l'université, à l'école, au cinéma, au théâtre, dans votre vie de famille, dans les déjeuners, dans votre vie de couple, y compris dans les moments les plus intimes, il peut être là. Il peut vous suivre. Et donc, le temps qu'il peut essayer de capter sur votre attention est la totalité de votre temps. Et je parle dans ce livre d'un symptôme qu'on appelle celui des veilleurs sentinelles, c'est-à-dire les gens qui se réveillent la nuit pour regarder leur smartphone. Non pas parce qu'ils attendent un message en particulier, mais parce que c'est plus fort qu'eux, comme vous avez dit. Il y a quelque chose qui les pousse à regarder ce smartphone. Et donc, si vous voulez, première différence, pratiquement tout votre temps peut essayer d'être capté, même quand vous faites autre chose. Deuxième différence, évidemment, c'est l'économie de la data qui fait que, au lieu de connaître vaguement un agrégat de personnes, ce que la télévision ou la radio font, le smartphone, grâce aux interactions que vous avez avec lui, Facebook, YouTube, etc., connaissent très particulièrement ce qui peut vous toucher, vous, comme individu. Et donc, le mélange de ces deux choses, la capacité d'aller vous solliciter, de faire des messages d'alerte en permanence, même quand vous êtes en train de faire autre chose. Et la capacité de vous solliciter de façon très précise, parce que je connais des choses sur vous, ont donné naissance à des outils qui sont beaucoup plus intrusifs que la télévision ou la radio. Et donc ça, c'est la grande différence. Et donc, ce qui a été utilisé là, et ce que je raconte, c'est plusieurs mécanismes connus des neurosciences pour justement développer une dépendance face à ces écrans. Je donne un exemple avec la fameuse boîte de Skinner. Vous me permettez de le développer ? J'allais vous poser la question d'ailleurs. La boîte de Skinner est une expérience qui ne date pas d'aujourd'hui, elle date de 1931. Burrus Frederick Skinner avait travaillé notamment à Harvard et avait mis à un moment donné dans une boîte transparente une souris. Et cette souris devait interagir avec un distributeur de nourriture. Première hypothèse, à chaque fois que la souris appuyait sur le distributeur de la nourriture tombait. On s'est aperçu au bout d'un certain temps que la souris avait parfaitement compris le mécanisme et donc elle devenait maîtresse du mécanisme, et donc à chaque fois qu'elle avait faim, elle appuyait sur le distributeur. Et donc elle appuyait sur le distributeur 4 ou 5 fois par jour, pour des petites quantités. Et puis Skinner a changé totalement les paramètres de l'expérience, et a fait que ce distributeur de nourriture a agi comme une machine à sous dans les casinos. Donc, il a développé ce qu'on appelle une récompense aléatoire. C'est-à-dire que certaines fois, quand la souris appuyait, il ne tombait aucune nourriture. Et puis, parfois, il tombait un peu de nourriture. Et puis, de façon très rare, il tombait énormément de nourriture. De quoi s'est-on aperçu au bout d'un certain temps ? La souris n'arrêtait jamais d'appuyer sur le distributeur, y compris quand elle avait de la nourriture plein la boîte,
qu'elle était rassasiée, qu'elle n'avait plus faim, mais ce mécanisme de récompense aléatoire avait développé chez elle une dépendance au fait d'appuyer en permanence sur cet outil-là. C'est exactement le mécanisme utilisé par les machines à sous dans les casinos, qui fait qu'à un moment donné, de façon compulsive, vous ne pouvez pas vous empêcher de jouer. Même quand vous avez gagné, vous finissez par perdre ce que vous avez gagné. Même quand c'est déraisonnable, vous le faites. Eh bien, les grandes plateformes numériques ont joué avec ce mécanisme-là et bien d'autres que je détaille ailleurs, de récompense aléatoire pour vous rendre dépendant et avoir envie de regarder en permanence ce qui se passe sur Facebook, avoir envie de regarder en permanence ce qui se passe sur telle ou telle autre plateforme, parce que l'algorithme pousse ce mécanisme de récompense aléatoire qui vous rend dépendant. Toutes ces addictions, toutes ces dépendances, elles ont développé de nouvelles pathologies chez nous par rapport à l'écran. Alors, il y a une liste de pathologies. Il y a un organisme américain qui s'appelle le Near Future Laboratory qui essaye de les classer. Alors, on ne va pas en parler énormément, mais certaines d'entre elles vont dire, j'imagine, des choses à ceux qui nous regardent. Et pour vous dire la vérité, moi, je suis évidemment atteint par au moins une ou deux de ces pathologies, mais je ne vous dirai pas lesquelles. La première pathologie qui porte un nom épouvantable, c'est la thasagoraphobie, qui est la peur d'être oublié. Et donc, le fait de regarder de façon compulsive son portable pour voir si vous avez à un moment ou un autre des petits ronds rouges ou des petits chiffres qui vous montrent que vous avez été liké, que vous avez été partagé, que vous avez été poussé, que vous avez généré des commentaires à un moment ou à un autre sur cette plateforme-là. La peur d'être oublié fait que vous regardez de façon compulsive votre portable, y compris quand vous devriez faire quelque chose d'autre. Vous avez l'assombrissement aussi, qui est le fait d'essayer en permanence de regarder où sont les gens que vous connaissez. Vous les stalkez, comme on dit sur Internet, vous les suivez en permanence. Vous avez ce besoin permanent aussi de vous comparer aux autres, de savoir si vous avez généré plus de likes sur votre photo ou autre. Toutes ces pathologies-là, une par une, ne sont pas extrêmement graves, ou plutôt, c'est rare que vous soyez atteint de ces pathologies de façon tellement grave que votre cas soit médicalement, j'allais dire, gravissime, même si on connaît tous, ou les journaux de temps en temps font mention de tel adolescent ou tel autre qui, à un moment donné, est atteint de cette pathologie de façon tellement grave que ça devient insupportable pour sa vie. Mais toutes ces pathologies-là nous fatiguent énormément, parce qu'elles traduisent, encore une fois, cette absence de liberté que nous avons vis-à-vis de ce portable. Et en gros, cette phrase classique, vous savez qu'ont les fumeurs dépendants ou les autres, qui disent « j'arrête quand je veux », eh bien aujourd'hui, on sait que pour le portable, on est très peu, en fait, et moi, j'en fais pas partie, à pouvoir vraiment dire « j'arrête quand je veux ». Est-ce que ces addictions et notre attitude envers les écrans et ces pathologies modifient notre rapport à nous-mêmes, et comment? Je pense que ça modifie deux choses. D'abord, ça modifie notre rapport à nous-mêmes parce que je pense que se développe, en tout cas c'est ma conviction, une sorte de fatigue. On est sursollicité. Notre temps aujourd'hui est sursollicité, alors pas uniquement par ces appareils. Vous avez tous ces, on ne va pas parler ici d'Hartmut Rosa ou d'autres qui étudient profondément cette accélération générale de la société qui fait que, alors qu'en théorie nous devrions avoir plus de temps que nous n'en avons eu jamais par rapport à notre travail, par rapport à d'autres choses, nous avons l'impression d'en avoir de moins en moins. Et donc je pense que dans notre rapport à nous-mêmes, il y a cette fatigue qui se développe, cette notion d'épuisement permanent par rapport aux sollicitations des écrans. Mais il y a aussi, et je pense que c'est important de le dire, et en ce moment, paradoxalement, on parle plus du deuxième effet que du premier effet, il y a l'effet collectif sur la société. Donc l'effet individuel, c'est l'effet de dépendance et de fatigue. L'effet collectif, c'est ce que les sociologues appellent, ou les politistes appellent la polarisation. C'est-à-dire que petit à petit, la qualité de l'espace public, du dialogue, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'agora qui est devenue une aréna. Le dialogue sur Twitter, sur Facebook ou ailleurs, a poussé petit à petit les messages
les plus extrémistes, les plus émotionnels à colorer ce qui était notre dialogue. Et juste 30 secondes là-dessus, pas du tout pour des raisons idéologiques. Facebook n'a pas d'idéologie, Google non plus, ou peut-être, mais en tout cas, la promotion d'un certain nombre, l'accélération d'un certain type de messages ne se fait pas du tout pour des raisons idéologiques. Il ne se fait pas non plus pour des raisons technologiques. Ce n'est pas la technologie des réseaux sociaux qui pousse aux messages de haine, aux messages émotionnels, aux fausses nouvelles ou autres. Encore une fois, ma conviction, et j'essaye de le démontrer dans le livre, c'est que c'est la raison du modèle économique. C'est-à-dire que le modèle économique promeut, de façon, par ses algorithmes, les messages qui vont être, viralisés le plus rapidement possible et le plus fortement possible. Et quand on regarde le comportement, votre comportement, le mien, celui de tout le monde, on a tendance à viraliser beaucoup plus ce qui nous touche émotionnellement. Donc ce qui va provoquer ma colère, ce qui va provoquer mon emballement, ce qui va provoquer ma surprise, ou au contraire, ce qui me motive le plus, parce que je suis très engagé dans une cause. Donc je vais avoir tendance à le viraliser beaucoup plus vite et beaucoup plus fortement. Eh bien, pour des grandes plateformes comme Facebook, c'est très simple. Un message qui est viralisé très rapidement et très fortement est économiquement plus rentable qu'un message qui est faiblement viralisé et très lentement viralisé. Et donc, comme mon but, c'est d'avoir le chiffre d'affaires maximal, je vais demander à mes algorithmes de pousser et d'accélérer ce qui est économiquement le plus rentable, donc des messages très émotionnels et très fortement impactants. Je regarde évidemment l'écran de mon smartphone parce qu'il y a des questions du public qui viennent, mais qui n'ont pas un rapport direct avec ce qu'on dit. Je vais vous poser la question à la fin, mais je voudrais juste lire par rapport à ce que vous dites, quelque chose que vous avez écrit dans votre livre. Les biais cognitifs et les effets de réseau dessinent un espace conversationnel et de partage où la croyance l'emporte sur la vérité, l'émotion sur le recul, l'instinct sur la raison, la passion sur le savoir, l'outrance sur la pondération. Mais je voudrais revenir un peu à notre rapport à nous-mêmes par rapport aux médias sociaux. Le désir, je vous cite, n'a plus le temps de se reconstruire. Le temps qui nous a été volé est celui du manque et donc du désir, celui de l'amour de l'autre et de l'absolu. Est-ce que c'est irrémédiable, cette perte du désir de l'autre et de l'absolu? Non, moi je ne suis pas du tout pessimiste en fait. C'est-à-dire que, en gros, je pense qu'on est dans un moment de paroxysme et même je crois qu'on a quitté le moment paroxystique depuis un certain nombre de semaines. C'est-à-dire, je pense que, on va dire 2019-2020, le moment avant la pandémie, et le moment où sur les réseaux, on a l'impression que les messages de haine, les fausses informations n'ont pas de modération au sens propre et au sens technologique du terme. Ce moment où, en gros, c'est la jungle totale. Je pense que ce moment-là commence à être un peu derrière nous. Alors, encore une fois, on s'éloigne du paroxysme, mais on est encore très haut. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, je pense d'abord qu'il y a ce livre-là en France, il a été traduit en grec il y a quelques mois, mais il est apparu en France il y a 1 an et demi. Et en gros, je crois vraiment que la prise de conscience individuelle de la dépendance à l'écran, du rapport de fatigue que nous amènent les écrans, elle est aujourd'hui très fortement partagée, et elle est d'autant plus partagée qu'en période de pandémie, nous passons notre temps tout le temps devant les écrans. Et que donc, si vous voulez, l'espèce d'hygiène que nous devons avoir individuellement par rapport aux écrans apparaît aujourd'hui comme une nécessité individuelle absolue. Parce que nous vivons tout par l'intermédiaire des écrans. Donc si en plus certains écrans nous rendent dépendants, nous sursollicitent,
nous avons tendance aujourd'hui plutôt à essayer de mettre de la distance. Donc moi, je crois que d'abord, je vois arriver des groupes sociaux, des groupes collectifs, de la tentative de mobilisation de beaucoup de monde dans beaucoup de pays sur cette notion de mettons un frein à la dépendance par rapport aux écrans et essayons d'expliquer quels sont les mécanismes utilisés par les grandes plateformes pour nous rendre dépendants. On a vu des documentaires arriver sur Netflix, d'autres livres arriver, etc. La deuxième chose, c'est que sur le mécanisme de la polarisation, là aussi, si vous voulez, les effets post-Trump montrent qu'aujourd'hui, on est rentré dans un moment de questionnement. Donc on ne va pas le détailler ici, mais je pense, si vous voulez, que ce que je décrivais là, c'est-à-dire un moment donné où on nous a volé notre temps sans limite, sans règles, sans régulation, est en train, petit à petit, de céder la place à un moment donné où les collectivités, qu'elles soient des utilisateurs, que ce soit les États ou les organisations internationales, ont repris la parole par rapport à ces grands extracteurs de temps pour leur dire on va mettre quelques limites quand même. Donc finalement, est-ce que l'espace numérique nous rapproche ou bien il nous éloigne? Mais les deux. L'espace numérique, si vous voulez, il était aussi naïf de croire à toutes les utopies, que toutes les utopies naîtraient naturellement de la technique. Je dis bien naturellement, parce qu'à l'époque, c'était de dire n'intervenons surtout pas, la technologie naturellement donnera naissance à l'agora, l'économie du partage, etc. Il serait aujourd'hui tout aussi stupide de penser que naturellement, la technologie nous plonge dans des chaînes dont on n'arrivera pas à se défaire. En fait, c'est notre propre liberté et notre propre action qui vont déterminer la nature de notre rapport à la technologie. Et donc, je suis je suis résolu, mais j'ai cessé d'être sans doute naïvement optimiste, mais je ne suis pas naïvement pessimiste. Donc, je pense qu'on est au début de la bataille qui va définir l'ordre numérique, et je ne suis pas forcément pessimiste. Donc, la boîte de Pandore, elle est là avec l'espoir qui reste dedans, non? La boîte de Pandore qu'on voyait tout à l'heure. Moi, je pense que la boîte de Pandore, à un moment donné, paradoxalement, alors je sais que c'est pas du tout conforme à la mythologie, mais je pense qu'à un moment donné, elle peut avoir certaines limites, oui. La question, une des questions qu'on vient de recevoir pour vous les poser de la part de nos auditeurs, demande: est-ce qu'on va voir des retransmissions des émissions d'Arte à la télé grecque? À vous de répondre. Alors moi, je vais dire une chose. Je ne vais pas répondre directement, mais je vais quand même donner un élément de réponse. Les années qui viennent, les mois qui viennent même, Arte est déterminé à passer d'une chaîne franco-allemande à une chaîne européenne. Donc nous travaillons déjà, non pas en 2 langues, mais en 6 langues. C'est-à-dire se sont ajoutés au français et à l'allemand, l'espagnol, l'italien, le polonais et l'anglais. Et pas le grec. Et donc il va falloir un moment qu'on pense au grec. Mais il faut. Déjà, absolument. Votre livre, il faut dire que votre livre, je ne sais pas si la caméra, oui, donc La civilisation du poisson rouge, il vient d'être traduit en grec par les éditions Castagnotis, au politismo stu Chrysopsaru. Donc on a déjà l'opportunité et le bonheur de vous lire en grec aussi, en attendant que la langue grecque entre dans la famille Arte. On l'espère, d'autant plus que, comme vous l'avez très bien dit, les 50 nuances de grec qu'on a vu sous-titrés en grec tout à l'heure sont déjà sur Arte. Et on a d'ailleurs Jules, le dessinateur de cette série, qui va nous rejoindre plus tard à la fin de la soirée pour nous montrer les dessins qu'il aura dessinés, donc inspirés par cette soirée. Bruno Patino, merci beaucoup pour votre présence ici avec nous. C'est moi, merci infiniment. Merci.